Des recommandations pour l'action gouvernementale de 2019 à 2023 en RDC, une réflexion d'Alexandre Chouet, économiste de formation, que nous allons recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Monsieur Chouet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. C'est un plaisir. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Je suis d'abord congolais, et donc je suis dans mon pays et je suis économiste de formation et j'enseigne l'économie à l'université protestante au Congo et ça fait plus de 15 ans, pratiquement 20 ans d'enseignement et j'ai travaillé pour le gouvernement de la République dans plusieurs secteurs. J'ai été au ministère de l'Information, au ministère des Finances en transition, je dirais. J'ai appuyé également le ministère du Plan à un moment donné et j'ai travaillé avec 4 premiers ministres de la République et aussi j'ai travaillé avec les organismes internationaux, notamment la Banque africaine de développement où j'étais économiste au niveau du bureau à Kinshasa. J'ai travaillé également avec la CEA, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Je travaille pour le PNUD, pour l'UNICEF, UNIFEM, les Nations Unies Femmes aujourd'hui. Donc voilà un peu qui je suis. Un CV assez costaud. Par la grâce de Dieu. Le gouvernement Ilukamba a été investi le vendredi dernier. Le Premier ministre a présenté son programme d'action du gouvernement devant les députés nationaux. Il a été donc investi. Et quelle lecture faites-vous de ce programme d'action du gouvernement? Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, le Parlement a eu à recevoir le Premier ministre pour échanger avec lui sur les orientations de la politique qui compte mener à la tête du pays, afin de pouvoir lui donner son quitus pour agir au nom et pour le compte du peuple, et ce qui a été fait. Et donc c'est une bonne chose parce que ça s'inscrit dans le cadre du programme normal des activités de la République au niveau institutionnel. Et le programme qui a été présenté par le Premier ministre a repris en termes de piliers certains secteurs d'activité importants avec des orientations de politique. C'est une bonne chose. Comme c'est une œuvre humaine, il y a des côtés forts et il y a aussi quelques faiblesses qui peuvent apparaître, mais globalement, le document présente sa vision et il faudrait maintenant que ça aille dans un mode opératoire fort pour que justement le peuple sente le changement tant voulu en termes de réalisation sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social et pour les autres aspects de la vie, notamment les questions sécuritaires et politiques. Vous avez dit que le document présente autant de points forts que de points de faiblesse, mais qu'auriez-vous aimé vous trouver dans ce document qui n'y est pas? Bon, en fait, faut comprendre que le contexte politique dans lequel le Premier ministre a été nommé et dans lequel le gouvernement s'est mis en place était assez agité avec la coalition Cash FCC qui a demandé beaucoup de ramifications, de gymnastique pour contacter XY. Donc bref, ça n'a pas permis à ce que le Premier ministre puisse prendre assez de temps, j'estime, pour pouvoir approfondir certains éléments de cadrage macroéconomique et cadrage budgétaire. C'est peut-être un élément qui aurait pu enrichir davantage la présentation, mais sinon, les lettres de politique telles que présentées touchent à pratiquement tous les aspects de la vie nationale, mais on aurait pu apporter quelques petits détails en plus là, ça va quand même. Vous auriez pu apporter quelques petits détails, mais dans l'entretemps, vous avez aussi réfléchi sur les actions que l'action publique ou l'action gouvernementale devra mener de 2019 à 2023. Cette réflexion, elle porte sur quoi? Oui, effectivement, nous devons en fait changer d'approche dans notre pays. C'est vrai que nombreux sont ceux qui aujourd'hui ont plus de la passion pour critiquer sans faire des propositions ou des contre-propositions. Moi, je m'inscris un peu en faux par rapport à cette approche. Je réfléchis sur les questions du pays parce que, comme je disais au départ, je suis congolais, c'est mon pays, je n'en ai pas deux. Et donc, les avancées réalisées par la RDC me concernent moi directement et les miens indirectement, peut-être par rapport à moi. Mais sinon, il faut donc réfléchir et apporter des éléments de réflexion pour contribuer et non pas s'arrêter là que pour la critique. Et c'est à ce titre justement que je me suis proposé de voir un peu quelles ont été les évolutions récentes de notre économie, de notre pays. Et ensuite, sur base de ces éléments d'analyse, j'ai essayé de dégager quelques orientations que j'estime être
importantes par rapport à l'action publique. Et donc, je les ai coulées, j'aime bien écrire, sous forme d'un document de recommandation. Et donc, ce serait pour moi une sorte de contribution aux efforts à conjuguer ou à déployer pour aider ce pays à reprendre. Et ces recommandations, vous les avez axées sur 3 plans. Oui. Sur le plan planification, Oui. économie et social. Pouvez-vous nous décrire brièvement de quoi s'agit-il exactement? Bon, il faut d'abord noter que la volonté de changer ou d'opérer un changement est une chose. Mais pour opérer un changement, ça suppose d'abord une vision. Il faudrait savoir qu'est-ce que l'on veut concrètement. Et une fois qu'on a une idée sur ce que l'on veut, on peut ensuite définir la stratégie à mettre en place pour atteindre et ensuite voir de manière concrète ou de manière opérationnelle comment agir au quotidien pour avancer. C'est justement ce qui m'a amené dans ce document à, premièrement, parler des problèmes de planification stratégique. J'estime que pour avoir une bonne gouvernance dans un pays comme la RDC, et même partout au monde d'ailleurs, de toute façon, il faudrait donc avoir une vision de développement, un plan qui indique les grandes orientations à assigner à l'action publique dans les différents secteurs de la vie, et tout ça dans le cadre d'une matrice de cohérence généralisée pour qu'on s'assure que les politiques qui seront menées vont converger dans la recherche de l'objectif du développement, et il y aura des synergies qui vont naître à gauche et à droite pour permettre à ce que l'avancement se fasse de manière harmonieuse et que le peuple puisse au passage se retrouver ou tirer parti de ces avancées. Raison pour laquelle, donc, dans un premier temps, il a été question pour moi dans le document de dire un peu ce qui a été déjà fait par rapport au plan national stratégique de développement, PNSD en sigle, et ensuite voir ce qui reste à faire, quelle orientation prendre pour ensuite voir concrètement sur le plan de la gestion de l'économie, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de croissance économique. Au niveau des finances publiques, qu'est-ce qu'il faut faire en ce qui concerne la collecte des recettes publiques, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la qualité de la dépense publique, comment faire pour avoir une meilleure gestion sur le plan monétaire, améliorer la position extérieure, il faut stabiliser le taux de change vu la position et la posture de notre économie, et aussi concrètement dans le social, qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on doit améliorer les conditions de vie de la population, c'est ça l'objectif final de toute action publique. Mais comment est-ce qu'on peut y arriver si dans le social, il n'y a pas assez d'intervention de la part du gouvernement? Donc voilà un peu ce que retrace le gouvernement. Et il y a ce que j'ai beaucoup voulu faire sortir, ce sont les repères qui permettraient de savoir qu'est-ce qui a été en 2015, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui pratiquement, et quels sont les efforts à fournir dans un premier temps, ne serait-ce que pour revenir au niveau 2015, et ensuite quels sont les défis pour converger vers la position de certains pays de la région Afrique subsaharienne. Vous êtes allé un peu trop vite en besogne, mais je voudrais quand même que nous puissions comprendre dans vos recommandations sur l'axe planification, vous avez plus martelé sur le plan national stratégique de développement. Oui. Dites-nous en long et en large de quoi s'agit-il de ce plan national de stratégie de développement. Dans un pays, nous avons plusieurs secteurs d'activité et ces différents secteurs demandent des politiques. Et ces politiques se rencontrent et dans certaines circonstances aussi s'opposent. Et donc si on veut gérer de manière harmonieuse la marche du pays, il faut s'assurer que ces différentes politiques soient définies de manière intelligente, mais aussi de manière harmonieuse pour que l'efficacité de l'une ne soit pas contrée par celle de l'autre et vice-versa. Et donc en proposant l'élaboration ou la finalisation, parce que c'était déjà en cours, du plan national stratégique de développement, c'est qu'on arrivera à définir un cadre fédérateur des différentes actions à mener pour aider ce pays à aller de l'avant. Et ces actions sont menées à différents niveaux. Notez que nous avons le niveau central et le niveau provincial. Il faudrait que la politique du gouvernement central soit en intelligence avec celle des provinces pour qu'on puisse aider le pays à aller de l'avant. Il y a plusieurs secteurs de la vie, comme je disais tout à l'heure. Dans le domaine politico-institutionnel, sécuritaire, il y a des actions qu'il faut mener. Dans le secteur de la diplomatie, dans le secteur purement économique, secteur des infrastructures de transport, énergétique et autres, dans le secteur social, éducation, santé, nutrition, il y a beaucoup de choses à faire. Mais comment alors établir une harmonie d'ensemble? Il faudrait donc avoir une vision et c'est ça le rôle du plan. Alors cet exercice a été lancé à l'époque, l'ancien président de la République avait suggéré en 2011-2012, j'ai dit que j'ai travaillé avec plusieurs premiers ministres, donc en 2011, je crois que c'est à l'époque du premier ministre Mouzito, et quand le premier ministre intérimaire Kouaguel était là, que le président Kabila avait suggéré qu'on aborde ce plan de développement. Mais fort malheureusement, ça n'a pas été fait à l'époque et c'est le gouvernement Matata qui a lancé l'exercice.
Et on était presque arrivé à la fin de l'élaboration du programme, mais malheureusement, avec les changements politiques qui sont intervenus en 2016, on n'a pas pu clôturer l'exercice. Et après ce moment-là, il y a eu d'autres gouvernements, mais l'exercice n'a pas abouti. Or, pendant plusieurs années, le pays a fonctionné sans plan de développement, sans cadre programmatique, ce qui fait que certaines actions ont été menées de manière un peu isolée et d'autres ont été en contradiction. Et cette contradiction a limité l'efficacité de l'action gouvernementale. Okay. Mais le plan, le document existe parce que fondamentalement, il a été élaboré. J'étais même le coordinateur de l'équipe de réflexion. On s'est dit que vu la taille du pays, il faudrait donc construire 7 points lumineux de développement. Ce seraient des zones ou des régions qui vont comporter un package d'infrastructures qui permettrait de relancer l'économie, de mettre en valeur le potentiel de production des différentes régions du pays et aussi d'aider la population à voir ses conditions de vie changer. Et là, c'est à travers la construction des infrastructures sociales. Donc, en faisant ça, on crée en fait une vraie base de développement. Et ces points lumineux vont projeter donc de la lumière et cette lumière va s'étendre pour éclairer l'ensemble du pays. Et donc, au fil du temps, quand la construction se fera, lorsque l'économie va reprendre, lorsque le développement va suivre, et c'est l'ensemble du pays qui va s'engager bel et bien sur la voie du développement. Je suis prêt à parier que c'est la voie. Et si on arrive à le faire 5 ans, 10 ans après, nous allons sourire et nous allons voir que oui, le développement de la RDC n'est pas un mirage comme certains pouvaient le croire, mais c'est juste question de savoir comment procéder. Et il faudrait pour ça donc mettre toutes les énergies possibles avec un engagement politique fort, en partant du chef de l'État, en passant par les autres institutions, le Parlement, le gouvernement et d'autres. On peut, mais il faudrait que l'on puisse s'engager tous à bras le corps pour qu'on puisse arriver à mettre en place cette dynamique de développement. Donc aujourd'hui, s'il y a une remise à faire, et je suis content parce que le Premier ministre Ilou Kamba l'a dit, c'est qu'il faudrait dans les meilleurs délais relancer les travaux de finalisation du PNSD. Finir ce document, c'est en 1 mois, 2 mois, on peut bien le finaliser. Et après élaboration, on peut l'adosser au Parlement pour juste avoir une sorte d'adhésion populaire. Parce que la loi ne prévoit pas ça, mais on peut toujours voir comment est-ce que le Parlement peut prendre connaissance du document et faire un commentaire. Et le Premier ministre peut présenter ça comme une lettre de politique générale de développement du pays. Comme ça, dans l'avenir, tous les gouvernements qui vont se suivre vont inscrire leur action dans le cadre de cette vision, de ce plan-là de développement, parce que c'est au fait l'aspiration profonde du peuple congolais qui veut se développer. Les provinces étant décentralisées, comment ça va se passer entre les provinces et le niveau central par rapport au PNSD? On ne va pas construire de manière continue ces infrastructures. On va les construire une fois pour toutes et après, on va laisser les provinces se gérer normalement. Mais là, l'idée que nous avons développée autrefois, c'était de trouver des partenariats publics-privés pour faire cela, avoir des développeurs d'infrastructures dans les différents points lumineux. Comme ça, on confie la gestion du processus à un privé qui va le faire selon les normes et exigences de la gestion privée avec rigueur et discipline pour que le pays s'assure qu'on aura bel et bien les résultats escomptés. Et une fois que ces éléments sont là, les provinces vont se gérer normalement comme la loi le prévoit. Mais au moins, on aura créé une base de développement qui permettra à ces provinces de mettre en valeur ce qu'elles ont. Parce que si aujourd'hui vous prenez les chiffres sur, par exemple, la contribution des différentes provinces à notre PIB, vous allez remarquer qu'il y a des écarts importants. Et si on doit répartir les transferts de revenus du pouvoir central vers les provinces en fonction du poids économique, il y aura des provinces qui seront toujours en avance, d'autres en retard, et ce sera un modèle de développement déséquilibré qui peut donc avoir des effets sur la quiétude sociale. Parce que les inégalités sont des éléments qui, des fois, minent la paix ou la quiétude sociale. Tout à fait. Nous avons donc là épluché le plan planification, je dois me répéter, mais là, que comprendre du plan économique ou financier? Bon, peut-être avant d'arriver là, il y a un élément, c'est que comme j'ai dit, nous avons le niveau central, le niveau provincial, et donc au niveau de la planification, ça suppose quoi? Il faudrait donc que le plan de développement au niveau central, le PNSD, soit mis en harmonie avec les plans des différentes provinces. Donc il faudrait que rapidement le PNSD soit finalisé et que le Premier ministre voie comment convoquer les gouverneurs de province dans un ensemble d'activités qui ferait que l'on puisse établir une harmonie entre le programme de développement au niveau central et celui des provinces, une sorte d'arrimage entre les deux pour s'assurer que et le pouvoir central et les provinces vont tous dans la même direction. Ça, c'est un élément important. Aussi, il faut mettre sur pied un cadre de discussion, de concertation entre les deux niveaux pour la conduite de l'action et mettre aussi un cadre de suivi-évaluation.
Donc, il y a quelques activités qu'il faudrait réaliser, mais ça peut se jouer en termes de mois. En 2 mois, je pense qu'une équipe d'experts ayant connaissance du PNSD et ayant également une certaine compétence en matière de planification peut bien finaliser ce document, le soumettre à la sanction du gouvernement de la République. Et dans ce temps, on peut lancer des travaux avec les provinces pour harmoniser. Et une fois que l'année finie, 2019 finie, on clôture totalement avec cette question de la planification. Comme ça, l'année prochaine, on démarre bien avec la mise en œuvre du PNSD, qui se fera à travers un plan quinquennal. Et donc, le budget qui sera présenté au Parlement sera un budget calé sur le PNSD, du moins pour sa première tranche quinquennale. Et donc, tout se fera de manière organisée, structurée. Ça va donc aider le pays à reprendre. Revenons-en au plan économique et financier. Alors là, peut-être au niveau économique, il faudra faire remarquer qu'en 2015, notre économie avait réalisé une croissance de 6,9% et en 2014, on était déjà à 9,5%. Donc, on était quand même à un niveau de performance très élevé. Mais à cause de la morosité de l'économie mondiale, qui s'est traduite notamment par un resserrement des débouchés, une baisse des cours des matières premières, des produits miniers, cobalt et cuivre, notre économie a vu son élan de progrès baisser. Si bien qu'en 2016, le taux de croissance est tombé à 2,4%. De 6,9 à 2,4, un peu ce que ça fait comme repli. Et on a relancé légèrement la croissance en 2017 avec 3, quelque chose, 3,5%, 2018. Mais bref, on a perdu l'élan. Dans le document que vous avez là, vous avez remarqué que sur le graphique, on avait une grande tendance à la hausse et le mouvement a été vers le bas. Et donc, ça montre qu'il y a eu un recul important et ce recul a beaucoup d'implications. Parce que le niveau de l'emploi dépend du niveau d'activité économique. Quand la croissance connaît un ralentissement important, l'emploi en pâtit. C'est-à-dire que le nombre d'emplois créés diminue, certains emplois ne procurent plus satisfaction comme auparavant. Certaines entreprises, parce que leur marge de profitabilité ayant baissé, décident de limiter leurs prestations sociales ou leurs allocations en faveur des travailleurs. Et bref, tout ça a un coût sur le niveau de vie de la population. Donc cet élan a fragilisé de manière sensible le niveau de vie de la population. Alors si aujourd'hui nous voulons redresser la barre, les efforts devraient consister à faire quoi? À relancer la croissance économique. Et donc par là, il faudrait donc dans les meilleurs délais que le gouvernement de la République prenne des mesures qui seraient de nature à redynamiser la croissance. Mais ce n'est pas suffisant. Quand vous analysez de près la croissance de la RDC, depuis des années jusqu'à ce jour, vous remarquez que le secteur minier est le principal levier de cette croissance. Et quand il y a un choc mondial, la croissance en pâtit en RDC. Et donc il faut une diversification. Il faudrait diversifier l'économie. Parce qu'actuellement, en moyenne, 60% presque de la croissance de la RDC est du ressort du secteur minier. Si ce secteur est malade, donc on peut perdre facilement plus de 50% du taux de croissance de l'économie. C'est le cas qu'on a observé de 2015 à 2016. On passe de 6,9 à 2,4. 4 points en diminution. Vous voyez ce que ça fait. Il faudrait envisager ça. Mais ça, c'est une œuvre de longue haleine. Mais qui peut se faire. Il faudrait donc que l'on commence par réfléchir sur la question. Et en ce qui me concerne, donc, je suggérerais au gouvernement de la République que dès aujourd'hui, on commence à réfléchir sur comment élaborer un programme sérieux de diversification de l'économie congolaise. C'est vrai que l'évasion ne viendra pas après 5 mois, après 1 an, mais on commence à réfléchir, à proposer le programme. Et une fois que le programme est là et qu'on propose une batterie de mesures pour mettre en place le processus, les membres de l'exécutif s'engagent au niveau national, tout comme au niveau provincial, s'engagent maintenant à poser les actes qu'il faut, parce qu'il faut étudier les marchés, voir ce que les marchés donnent comme opportunité, ce que le pays a comme potentialité, et voir ensuite comment faire un matching entre les deux, c'est-à-dire trouver un compromis entre ce qui est faisable et ce qui est voulu pour qu'on puisse lancer. Une fois que cela est fait, une série d'actions marketing devait être envisagée pour attirer les potentiels investisseurs qui pourraient investir en ADC à venir dans le pays. Et là encore, dans le cadre de ce programme d'investigation, je pense qu'il faudrait que l'on dote le pays d'un plan directeur des investissements. Qu'est-ce que ça suppose? Lorsqu'on décide de construire une maison, on fait appel à un architecte et à un groupe d'ingénieurs qui vont réaliser l'ouvrage. Mais en tant que propriétaire de la maison, nous avons un mot à dire sur ce que nous voulons. Je voudrais avoir une maison à 3 pièces, 4 pièces, balcon, chambre, ainsi de suite. Bref, c'est pour dire quoi? C'est que nous allons donc ouvrir les portes de notre économie ou les différents secteurs de l'économie à des hommes d'affaires intéressés, mais nous allons aussi leur donner quelques orientations pour modifier fortement la structure de notre économie. Et là, cette modification va consister non seulement à attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur, mais aussi à élargir les chaînes de valeur dans certains secteurs. Par exemple, le secteur minier, dont on fait allusion. Mais il existe depuis longtemps.
Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est qu'on ne fait qu'extraire et nous vendons les matières à l'état presque brut. Ce qui fait qu'on est très vulnérable vis-à-vis des cours. Or, si localement nous avons une industrie de transformation, ça va donner plus de valeur et ça nous permettra donc d'être plus résilient par rapport au choc. Vous voyez un peu, je donne un exemple. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle un peu mal de l'Afrique du Sud avec ce qui s'est passé tout récemment ici, mais je reviens quand même sur un exemple économique. Il y a des entreprises qui produisent du lait qui sont installées en Afrique du Sud. Alors que chez nous ici, on nous amène directement les boîtes de lait, on achète directement. Il n'y a pas de création de valeur sur le sol congolais. Mais là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? L'industrie s'est basée là-bas. Ça suppose que les fermiers sud-africains trouvent l'occasion de vendre du lait de vache à ces entreprises. C'est déjà un débouché concret pour eux. Et le lait qui est obtenu est traité. Il y a un groupe de personnes qui travaillent pour traiter ce lait et le mettre en condition. Et ensuite, il y a l'emballage qui intervient et la mise en boîte, en paquet et la distribution. Regardez un peu tout ce que ça fait comme activité. Vous voyez cette dynamique-là? Et donc, ça crée plus d'emplois, plus de richesses. Et donc, ça permet à l'économie de décoller. Et sur le plan des finances publiques, on gagne aussi parce qu'il y a plus de contribuables. L'assiette fiscale est élargie. Donc, voilà un peu. Donc, il y a cette réflexion à faire à ce niveau. Au niveau toujours économique, on peut parler des finances publiques. Les recettes de l'État proviennent du produit de l'économie, essentiellement. En 2015, les recettes de l'État, donc recettes propres et dons, représentaient 17% du PIB. Et dans ces 17%, 13,6% étaient du ressort des recettes propres. Donc la pression fiscale était de 13,6%. Avec le repli de la croissance qu'on a observé à partir de 2016, on est tombé à 9% de pression fiscale, soit une diminution de 4 points. Et la moyenne de la région Afrique subsaharienne est aujourd'hui de 17,4. Vous voyez un peu ça, nous sommes à 9 et la moyenne de la région est de 17,4. Donc l'écart est profond. Ça suppose qu'il y a eu un rétrécissement important de l'espace budgétaire de la RDC. Mais avec un tel espace, qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement de la République? On peut promettre des bâtiments, des routes, et l'énergie, mais s'il n'y a pas de moyens, il n'y aura pas de magie. Le Premier ministre Ilunga a besoin de moyens pour pouvoir mener à bien son action. Et donc, il y a des efforts à fournir en matière de collecte des recettes publiques. Et là encore, il y a lieu de dégager donc une batterie de mesures de très court terme, moyen terme, pour pouvoir conforter la position du pays. Et l'objectif de départ serait d'abord de revenir à 13,6% de pression fiscale, comme c'était en 2015. Et une fois qu'on aura atteint ça, on peut maintenant envisager une convergence vers le niveau moyen de la région. Si pas atteindre directement 17,4, mais aller vers 15 par exemple, ce serait déjà un élément. Et donc on aura un espace plus large qui conforterait la position du gouvernement en termes d'intervention. Peut-être un élément qu'il faut aussi apporter, c'est que en 2015, les dépenses en capital de l'État représentaient 10% des recettes du trésor public. Et en 2016-17, on est tombé à 5%. Vous voyez un peu une diminution de moitié. Mais comment pouvez-vous espérer relancer une économie comme la nôtre sans investissement conséquent dans le secteur des infrastructures? C'est un sérieux problème. Et donc il y a vraiment des efforts à fournir. Et donc, dans le document, comme vous avez constaté, il y a des recommandations pour fournir des efforts et améliorer la collecte des recettes publiques, notamment en termes d'amélioration des associations budgétaires. Il faut bien faire les prévisions en termes de recettes parce que si vous les minorez, les régies vont travailler sur base des projections minorées et il y aura donc des comportements dépensiers qui vont s'inscrire aux grandes dames du trésor public. C'est un élément. Au niveau fiscal, il y a des ajustements à opérer. Il y a une discipline qu'il faut imprimer au niveau des administrations financières pour pouvoir justement mieux collecter et aussi sanctionner les cas de contentieux, de litige. Il y a même un DG d'une régie financière qui autrefois fait remarquer que si on faisait tomber le régime d'exonération fiscale, on pouvait doubler les recettes publiques de RDC. Vous voyez un peu ce que ça suppose. Et donc, une mesure importante serait aujourd'hui de faire un audit de ce qui est exonération fiscale en RDC. Ça va aider le pays. Ça, c'est du côté recettes. Mais côté dépenses aussi, il y a des actions à mener. Il faut que l'État dépense. Mais comment? Il faut qu'il y ait de la qualité. Et pour ça, les réformes ou les actions engagées devraient procéder d'abord à l'amélioration du processus même d'élaboration du budget de l'État. Autrefois, dans les années 2007-2008, l'indice d'ouverture budgétaire de la RDC était à 1. Les efforts fournis ont fait qu'en 2014-15, on atteigne 29 jusqu'à 39, mais
avec la crise qui a commencé en 2016, on est encore tombé à 29, donc un repli de 10 points. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'on puisse regagner. Et ça suppose quoi? Ça suppose qu'il faudrait augmenter la redevabilité, la transparence et l'ouverture, c'est-à-dire la participation de la société civile dans le processus d'élaboration du budget de l'État. Ce sont des éléments qui ont été mis en brèche ces dernières années. Notez que quand le premier ministre Sabadi Barra était arrivé à mi-chemin, il n'y avait pratiquement pas de budget. Ils ont travaillé pendant 7 mois sans budget. Le premier ministre Tchibala est arrivé, l'élaboration du budget s'est fait en retard. Et donc, bref, il y a eu beaucoup de problèmes sur le plan budgétaire. Ça fait que l'on perde beaucoup de points dans cet indice. Et aujourd'hui, donc, il faudrait que le Premier ministre Ilunga prenne des mesures dans ce cadre pour améliorer le processus d'élaboration du budget. Et dans l'exécution aussi, il faut voir comment améliorer les mécanismes d'allocation budgétaire. Nous avons des problèmes sociaux énormes. Mais qu'est-ce que le budget de l'État consacre à l'éducation, à la santé? Le président parlait de la gratuité, c'est une bonne chose. Mais il faudrait qu'une réflexion profonde soit menée pour assurer la soutenabilité. Parce qu'il faudrait que chaque année, l'État dépense l'argent pour l'éducation. Mais qu'est-ce que ça suppose en termes d'enveloppe? Et comment mobiliser ça? Et à noter qu'il n'y a pas une synchronisation entre le moment où les recettes sont collectées et le moment où les dépenses sont engagées. Donc il y a beaucoup d'efforts à fournir et ça demande beaucoup d'ingéniosité au niveau du ministère du Budget, du ministère des Finances, dans la gestion des dépenses liées à ce secteur. Donc bref, il y a beaucoup à faire. Dans le document, j'ai fait des recommandations, mais il faut vraiment que l'on prenne le courage d'attaquer et d'avancer. OK. Et que comprendre du plan humain et social? Oui, peut-être avant d'arriver là, il y a un élément que j'aurais voulu évoquer, c'est la gestion au niveau du secteur monétaire et financier. Dans le document également, j'ai fait allusion à ça. Vous avez remarqué qu'à l'époque, lorsque le Premier ministre Matata parlait, par exemple, de la stabilité du cadre monétaire économique, certains ne comprenaient pas le bien fondé de ce discours, cadre monétaire économique. Mais quand le taux de change a commencé à glisser, en 2016-2017, je me rappelle, mon fils m'a demandé, mais papa, comment se fait-il que tous les jours, les gens font parler du taux de change, on était à 1000, 1200, 1600. Mon fils me pose la question, à l'époque, il était à l'école primaire, il me pose la question. Ma mère également m'a demandé, mais comment se fait-il que chaque jour qu'on va au marché, les prix ne font que changer? C'est justement pour montrer que la stabilité du cadre économique était une chose importante. Et cette stabilité a été brisée à partir de 2016-2017 parce que, justement, le ralentissement de la croissance économique a fait que nos recettes d'exportation aient baissé de manière sensible. Donc les rentrées en devises ont eu à baisser. Mais dans un contexte politique assez agité comme celui qu'on avait, la préférence pour la devise avait augmenté. Donc la demande de devise a augmenté alors que l'offre a baissé. Et cette rupture a justifié le glissement du taux de change. Pour une économie qui dépend pour beaucoup de l'extérieur, vous comprenez que ce glissement du taux de change a eu une incidence terrible sur les conditions de vie de la population. Et le taux d'inflation a suivi. Parce qu'en 2014-15, le taux d'inflation était encore à 1%. Mais en 2016, on a atteint 11,45% selon les chiffres de l'INS. Et après, 54% d'inflation. C'est le niveau le plus élevé qu'on a connu depuis cette décennie a commencé. Donc il y a eu un dérapage important sur le plan monétaire. Et ça suppose donc qu'il faudrait faire des efforts dans l'amélioration de la gouvernance monétaire. Et là, il faudrait donc au niveau de la Banque centrale, des efforts soient fournis pour conforter les réserves. Et il faudrait donc des mesures d'encadrement. En ce qui concerne le rapatriement, par exemple, des devises des exploitants du secteur minier, il faudrait aussi voir comment améliorer la gestion des réserves en devises au niveau des banques commerciales, parce que la Banque centrale, en tant qu'autorité monétaire, a l'attitude de voir que faire dans le secteur. Il faut aussi veiller à l'équivalence entre flux réels et flux monétaires. Et à ce niveau, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit faire des efforts pour accroître les recettes de l'État et réduire les interventions de la Banque centrale pour financer le déficit de l'État. Parce qu'à un moment donné, on a recouru aux avances de la Banque centrale alors que la loi ne le permet pas. Et vous avez voulu qu'on parle du social, mais avant qu'on parle du social, je ferai remarquer qu'on ne peut pas faire du social sans argent. Et donc il faut que l'économie tourne pour que le social puisse prendre. S'il n'y a pas de moyens, on ne fera rien. Oui, le Premier ministre a annoncé de bonnes politiques, le président lui-même a parlé de la gratuité, c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas le faire sans moyens. Si l'économie ne tourne pas, si au niveau des finances publiques, on n'arrive pas à collecter suffisamment de moyens, on ne pourra rien faire. Vous comprenez dans la logique qui m'anime. Planification intelligente, action au niveau économique pour donner plus de moyens à l'État pour mieux mener ses politiques. Et ensuite, on peut faire le social. Donc, avec plus de moyens, on pourrait donc aider la population à avoir un accès meilleur à l'éducation, à la santé, à la nutrition. On pourrait renforcer les mécanismes de sécurité, lutter contre certains maux qui dérangent, notamment le banditisme, la délinquance juvénile qui sont en train de prendre de l'ampleur. Vous vivez à Kinshasa et même dans le pays. Il y a beaucoup de problèmes qui pèsent sur le social. Il faut agir avec des moyens.
Donc il y a une série de mesures qu'il faut aussi prendre de manière très courageuse. En 2015-2016, on avait élaboré le programme national de protection sociale en RDC. Le document a été finalisé, mais sa mise en œuvre a posé problème parce qu'il y avait un problème de bouclage budgétaire. Mais aujourd'hui que le document existe, ne serait-ce que ce draft-là, je suggérerais également, dans le cadre de l'élaboration du PNSD, que cet outil soit aussi développé rapidement et que le gouvernement Ilunga voie dans quelle mesure entamer une série d'actions qui iraient dans le sens des recommandations de ce document pour pouvoir modifier les conditions de vie de la population. C'est très important. Monsieur Alexandre Choué, un dernier mot à dire? Je suis optimiste. Optimiste parce que je crois aux Congolais. L'intelligence, le Congolais, là. La force physique, le Congolais, là. Avec volonté, organisation, discipline, on peut relever les défis du développement. Agissons pour l'intérêt de ce pays et mettons de côté certaines passions. Limitons même, excusez-moi de dire, limitons un peu certaines passions politiques. Ne regardons pas nos tendances politiques. Je suis FCC, Cash, regardons RDC. Parce que si nous n'avons pas le même parti politique, si nous n'avons pas le même regroupement politique, mais au moins nous avons tous le même pays. Nous sommes Congolais tous. Et donc que l'intérêt du Congo soit le leitmotiv de l'action de tous ceux qui sont décideurs et qui sont acteurs à quelque niveau que ce soit. Monsieur Alexandre Choué, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, madame. Et je dirais même un devoir en tant que fils de ce pays. Merci. Merci. L'application du plan national stratégique de développement, PNSD, par le gouvernement Ilukamba permettrait une gestion axée sur les résultats en RDC, nous dit Alexandre Choué. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Économia. Au revoir.